Salam alaikum. Bienvenue chers élèves, toujours avec la matière de sciences de la vie et de la terre pour la deuxième année de baccalauréat, sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre. Rappelez-vous chers élèves, toujours avec le système immunitaire, on a vu qu'on nous entoure beaucoup de microbes et on a un système immunitaire qui nous permet de se protéger contre ces microbes. Ce système immunitaire, à travers deux types d'immunité, une immunité naturelle et une immunité spécifique. Toujours il distingue entre les éléments étrangers et ce qui est à l'intérieur, ce qui est soi et le non-soi. Et ça à travers par l'existence du complexe majeur d'histocompatibilité qu'il y a de deux types. CMH1 qui existe sur la surface de toutes les cellules nucléées et le CMH2 seulement sur la surface des cellules présentatrices d'antigènes. Retenez-vous bien ça. CCPA sont les macrophages, les lymphocytes B et les cellules dendritiques. La première ligne de défense, il s'agit d'une immunité ici naturelle qu'on a citée. Cette immunité naturelle, elle est réalisée par la réaction inflammatoire, représentée par la réaction inflammatoire, qui permet de stopper l'infection microbienne dans le site d'infection, l'intervention du macrophage lors du phénomène de phagocytose. Et souvenez-vous, chers élèves, ce qu'on a vu, ça juste pour illustration, pour rafraîchir la mémoire. La mémoire, rappelez-vous, lorsque l'entrée d'un antigène, il y a l'intervention des macrophages qui avalent l'antigène et qui le détruit. Et puis, il apprête cet antigène et il présente par le CMH2. Ce sont des molécules étrangères. Elles vont être présentées par CMH pour les autres cellules qui sont des cellules de l'immunité spécifique. Et rappelez-vous, chers élèves, on a vu que dans l'immunité spécifique, il y a deux types d'immunité, soit à médiation immorale, soit à médiation cellulaire. Et on a cité qu'il y a une coopération cellulaire à travers l'intervention d'un type de lymphocytes, sont les lymphocytes T auxiliaires, qui sont sensibilisés par les macrophages, qui présentent l'antigène par leur CMH2. Ces cellules, une fois sensibilisées, activées, vont se proliférer, bien évidemment, et se différencier en deux types de cellules, les LT, ces cellules qui sont différenciées en LT mémoire, et LT qui vont sécréter des interleukines qui vont activer la différenciation des LP, c'est-à-dire interviennent dans l'immunité à médiation immorale et aussi dans la différenciation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes T8 qui finissent par la formation des LT cytotoxiques permettant la destruction des cellules qui sont infectées et toujours le résultat, c'est la phase effectrice à la destruction de l'agent pathogène. Trois phases qu'on a vues, phase d'induction, d'amplification et phase effectrice. Et rappelez-vous, chers élèves, on a dit aussi que ces immunités, parfois le système immunitaire subit des défaillances. Et on a vu la séance précédente, le cas où il y a une hyperactivité du système immunitaire. Il s'agit d'une hypersensibilité, c'est ce qu'est l'allergie. Et on a vu, chers élèves, ce schéma, rappelez-vous bien, on a dit qu'il y a deux phases lors de la réaction allergique. La phase de sensibilisation, l'entrée d'une substance appelée allergène qui provoque une réaction allergique, sensibilise les cellules, elle intervient les CPA, des lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes sécréteurs d'immunoglobulines, et on a dit que ce sont les IgE qui interviennent dans le cas de l'allergie. Et puis se fixent sur la surface des mastocytes, et on a dit que ce sont des cellules, des globules blancs, possédant des vésicules riches en histamine. Voyez-vous, lors du deuxième contact, on a vu que l'allergène se fixe sur les immunoglobulines qui sont liées aux mastocytes, ce qui induit la libération des histamines, d'où des manifestations des œdèmes, la contraction et sécrétion de la muqueuse. C'est la phase de la réaction allergique et on a dit qu'il y a une phase retardée. Ce qui reste de l'allergène se fixe sur les basophiles et ce qui conduit à la libération davantage d'histamine et ce qui potentialise l'effet
de cette allergie. Cette séance, chers élèves, on va voir un autre type de dérèglement, un problème au niveau du système immunitaire. C'est ce que je vous invite à découvrir ensemble. Voyez-vous, chers élèves, ici, donc toujours cette résistance de l'organisme peut être influencée par le cas ici de VIH, en coupe vu au microscope électronique. Sans doute, vous avez déjà entendu parler de VIH. Ici, dans la photo ci-contre, voyez-vous la peau du dos d'une personne qui est atteinte de sida. Et rappelez-vous, le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est une immunodéficience où il y a une défaillance au niveau du système immunitaire et qui se manifeste ici par le corps se trouve toujours en contact, il est sensible aux germes qui existent, aux microbes qui existent dans le milieu extérieur. Donc cette maladie qui est causée par le VIH et qui rend l'être vivant l'homme privé de son système. Et donc on pose des questions, chers élèves. Comment ce dérèglement, quelles sont les causes, comment le VIH conduit à la privation du système immunitaire, défaillance au niveau de l'organisme. Et donc on pose des questions suivantes. Quelles sont les causes de ces dérèglements immunitaires? Quel est le mécanisme de leur action sur le système immunitaire? Et qu'on commence, chers élèves, par une définition du virus responsable de cette maladie qui est le VIH. Donc, le syndrome d'immunodéficience est une maladie causée par le virus d'immunodéficience humaine VIH. Maladie se traduit par un effondrement de la réponse immunitaire. Et voyez-vous dans l'image à côté, vous observez des virus. On a ici utilisé le microscope électronique à transmission en utilisant des fausses couleurs. Et regardons bien la structure de ce virus, de ce microbe. Il y a une enveloppe à l'extérieur et à l'intérieur, il y a une capside. Et à l'intérieur, de cette capside, on trouve le matériel génétique. Notez bien, chers élèves, le grossissement fois 200 000. Donc, ce sont des organismes qui sont infiniment petits. La structure toujours, l'analyse biochimique a permis de déterminer ces protéines qui existent, qui forment le virus. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des protéines ici, le GP120, qui sont parsemées au niveau de l'enveloppe. À l'intérieur, on trouve une capside et à l'intérieur de cette capside, on trouve qu'il y a l'ARN, 2 ARN et des molécules de transcriptase inverse. Et rappelez, chers élèves, on a déjà parlé de la transcriptase lorsqu'on a parlé de génie génétique et avant lorsqu'on a parlé du mode de formation des protéines. On a dit qu'il y a, pour l'expression du gène en passant du gène protéine, on passe première étape dans le noyau, la transcription, et puis il y a la traduction. Donc cette transcription, le passage de l'ADN à l'ARN. Et on a signalé lorsqu'on a entamé le cours de génie génétique qu'il y a une autre enzyme qu'on appelle transcriptase inverse, c'est-à-dire en passant de l'ARN à l'ADN. Et c'est le cas qu'on trouve chez ce virus. Et on note que c'est un parasite qui présente une information génétique de nature ARN et pas d'ADN comme chez nous et qui infecte toutes les cellules qui possèdent des récepteurs de type CD4. Une spécificité vis-à-vis les molécules CD4. Et rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de CD4, on le trouve chez les lymphocytes T4 de l'appellation T4, CD4. Par contre, chez les T8, on trouve CD8. Ils disposent d'une enveloppe qui présente à la surface des glycoprotéines qui sont des déterminants antigéniques comme le GP120. Pourquoi on dit antigénique? Parce qu'il va conduire à la production des anticorps dans l'organisme. Antigène, c'est une molécule capable d'induire une réponse immunitaire. Et on trouve une capsule qui renferme 2 molécules d'ARN et des enzymes. Parmi ces enzymes, la transcriptase
reverse ou inverse. Et maintenant, on va s'interroger comment le VH, à quel niveau il agit, sur quelles cellules. Et on a dit que les cellules qui possèdent le CD4, comme le montre ici le schéma. Donc les cellules cibles du virus sont les cellules qui portent le récepteur CD4. Ce sont les lymphocytes T4 et aussi les macrophages et les monocytes sont moins nombreux de CD4 alors on le trouve beaucoup au niveau sur la surface de LT4. Cela est dû à la complémentarité structurale entre les molécules CD4 des cellules et les glycoprotéines GP120 du virus. Et voyez-vous, chers élèves, dans le schéma ci-contre, voyez-vous le virus. L'enveloppe il est parsemée des molécules, des protéines qui sont le GP120, ce qui est circulaire, vert, et ce qui est aussi par ce bras qui est le GP41. Et on trouve une capside interne protéique. À l'intérieur, on trouve les ARN, les deux ARN, et les enzymes qui sont les transcriptases inverses. Donc, le virus se fixe sur les LT4 à travers, reconnaît le CD4. Regardons bien ici le CD4. Il présente une forme, comment il est, concave avec cette forme. Donc, on dit qu'il y a une complémentarité entre le GP120 et le CD4, ce qui explique que les LT4 sont les cellules cibles du virus. Et aussi, il y a d'autres molécules, CXR4, qui facilitent aussi, qui entrent dans la liaison et qui permettent la reconnaissance. Chers élèves, maintenant, on va poser la question comment le virus attaque le T4, c'est-à-dire après la reconnaissance. Que se passe-t-il? Comment se fait? C'est le cycle de multiplication du virus, comme vous voyez, chers élèves, dans ce schéma. Regardons bien le VH, avec ces protéines à la surface, à l'enveloppe, qui vont reconnaître le CD4, le récepteur, sur une cellule, c'est le LT4. Une fois reconnaît le virus reconnaît le CD4, une fixation se fixe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a accolement du virus sur l'enveloppe et après, il y a l'entrée du matériel génétique, la pénétration du matériel génétique à l'intérieur de LT4. Regardons ici l'image. Vous voyez bien, ici, on a les virus qui sont en train de se fixer sur la surface de LT4. Donc, c'est la première phase de la fixation. Et puis, il y a accolement et l'entrée du matériel génétique à l'intérieur. Quand on dit le matériel génétique, on a déjà signalé qu'il s'agit d'ARN. Cet ARN va se transformer en ADN proviral par l'intervention d'une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Après, que se passe-t-il? La cinquième étape, voyez-vous bien, l'ADN proviral, il entre dans le noyau et puis il s'intègre dans l'ADN de la cellule de LT4 par des enzymes, l'intégrase, formant, et puis il y aura une transcription de nouveau en ARN, et puis il y a formation et le phénomène pour former de protéines, rappelez-vous, il s'agit de la phénomène de traduction. Pourquoi? Pour former les éléments qui constituent les virus. Et voyez bien la formation de la capside, l'enveloppe, et puis il y a une formation de nouveaux virus qui sort par phénomène qu'on appelle, rappelez-vous, c'est le phénomène de bourgeonnement, comme le montre le schéma, la photo séquente, regardons la sortie des virus par ce qu'on appelle bourgeonnement et du nouveau virus qui sort à partir d'un virus. Regardons, chers élèves, il y a plusieurs virus sortent d'un lymphocyte T4 infecté. Et quel est le devenir de LT4? Bien évidemment, c'est la destruction, la mort de LT4.
4. Et maintenant, chers élèves, on va essayer de résumer ce qu'on a vu dans le schéma. La fixation d'une protéine GP120 de VH sur un récepteur CD4 de cette cellule suite à une reconnaissance spécifique. Puis, il y a une fusion de l'enveloppe virale et de la membrane de LT4. Dès que la fusion des membranes est achevée, le virus injecte son matériel génétique ARN et ses enzymes, qui sont les transcriptases inverses parmi les enzymes et les Ces enzymes effectuent la transcription de l'ARN viral en ADN, simple brun, ADN complémentaire. Celui-ci se réplique ensuite en ADN complémentaire double brun et pénètre dans le noyau, puis s'intègre dans l'un des chromosomes de lymphocyte T4. Après, quel est le devenir? On trouve soit que le virus reste plus ou moins longtemps à l'état de latence, on dit latent, il est alors appelé provirus, soit le virus s'active et utilise la machinerie cellulaire de lymphocyte T4. Qu'est-ce que ça veut dire la machinerie? C'est-à-dire les organites cellulaires qui vont être utilisés. Et rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de phénomènes pour l'expression génétique en passant de gènes aux protéines, on a vu que la sortie d'ARN messager vers le cytoplasme, puis il y a l'intervention des organites, parmi lesquels il y a les ribosomes qui permettent la lecture de l'ARN et la traduction de l'ARN, une série de nucléotides en série d'acides aminés qui est la protéine. Et bien évidemment, c'est ce que cherche le virus. C'est une particule. Et on a dit c'est un parasite qui est obligatoire. Et donc, il est obligé de vivre sur une autre cellule en utilisant sa machinerie cellulaire pour reproduire son ARN et aussi synthétiser ses protéines. Après cette étape, il y a assemblage de l'ARN et des protéines. Les nouveaux virus ainsi formés bourgeonnent à la surface de la cellule hôte. Celle-ci peut éclater si la prolifération virale est très importante. Les nouvelles particules virales libérées dans le sang circulent dans l'organisme, puis infectent de nouveau lymphocyte T4. C'est le mécanisme de l'infection de LT4 par le virus. Maintenant, on va voir chez les élèves quelles sont les phases. Regardons la destruction totale de lymphocyte T4. Et rappelez-vous, on a vu que les LT4 jouent un rôle primordial. Ce sont ces cellules qui coordonnent, qui interviennent dans l'immunité hémorale et dans l'immunité cellulaire en activant les cellules. Imaginez-vous, chers élèves, l'absence de ces LT4. Que se reproduit-il? Bien évidemment, c'est l'absence de réponse immunitaire. Il n'y aura pas de lymphocyte P qui se différencie, il n'y aura pas de plasmocytes, sécréteurs d'anticorps, et il n'y aura aussi pas de lymphocytes T, les lymphocytes T tueurs qui vont pour détruire les cellules qui sont infectées. Et on va voir que se passe-t-il durant la vie lorsqu'une personne est atteinte. C'est ce qu'il expliquait ici dans le graphe. L'évolution, on a ici des courbes qui décrivent l'évolution, qui tracent l'évolution des virus, la charge virale en rouge. Regardons comment il évolue la quantité de virus. Aussi les lymphocytes cytotoxiques TCD8, les TCD4, les anticorps anti-VH. Donc, une fois l'entrée de virus, il augmente, il se multiplie et puis il diminue. En même temps, on assiste à une diminution des lymphocytes T4. Liés à quoi? Liés, qui sont détruits par, ces lymphocytes ont été détruits par le virus. Et aussi, on observe l'augmentation de lymphocytes T cytotoxiques CD8. Qu'est-ce que ça signifie? Son augmentation, c'est-à-dire ils sont produits en grande quantité, un nombre élevé de lymphocytes T CD8, en nombre élevé. Pourquoi? C'est toujours pour lutter contre le microbe. Les virus vont infecter des cellules et ces cellules infectées vont être détruites par les lymphocytes T8. Donc ici, il s'agit d'une immunité à médiation cellulaire. Et aussi, on assiste qu'il y a production des anticorps anti-VH. Deuxième type d'immunité intervenant ici, immunité à médiation hémorale représentée par l'augmentation des anticorps anti-VH qui augmentent.
C'est la première phase appelée phase primo-d'infection. La deuxième phase, c'est la phase où il y a une charge virale reste constante. Regardons le nombre. On assiste qu'il y a une diminution de lymphocytes T4, une stabilité dans T8 et les anticorps. C'est une phase qu'on l'a qualifiée. Donc la première phase, après la contamination, le nombre de virus présents, charge virale, augmente fortement, puis diminue. La deuxième phase, c'est la phase asymptomatique. Pourquoi asymptomatique? Sans symptômes, il n'y a pas de symptômes. L'individu atteint ne présente aucun symptôme de la maladie et le nombre de virus n'augmente que très légèrement, mais le nombre de variants augmente fortement. Maintenant, on passe à la troisième phase, chers élèves. Que se passe-t-il? C'est la phase qualifiée phase de sida déclaré, où le système immunitaire est débordé. Et regardons bien, durant cette phase, qu'est-ce qu'on observe? Le T4, voilà, il diminue. Et puis, le virus, il augmente. Donc, le taux de virus augmente, le nombre augmente, et on assiste aussi les T8 et les anticorps diminuent, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse immunitaire sans influencer ni T8 cytotoxiques, ni les anticorps, et il y aura, l'organisme se trouve privé de son immunité, donc variant se limite au plus efficace, et les symptômes apparaissent. Et c'est ce qu'on dit, c'est la phase où les maladies nuisibles peuvent apparaître dans ce cas, durant cette phase. On va voir quelles sont ces maladies. Alors, ces maladies qui peuvent apparaître, c'est en fonction de la diminution ici des lymphocytes, infection bactérienne, zona sarcome, muguboche, pneumonie à pneumocyste, méningite, toxoplasmose, diarrhée, cryptozomo, infection cryptosporidium, infection au cytomégalovirus, à certaines bactéries, infection multiple au mycobacterium. Donc le corps il est menacé par un ensemble de bactéries alors qui affectent, qui influencent facilement sur cet organisme vu l'absence des cellules immunitaires importantes, l'absence des LT4 qui jouent un rôle important. Donc ce qui montre bien l'effet c'est la phase qui est sida déclarée. Maintenant, on va s'interroger comment est-ce qu'il y a un traitement contre le sida, contre le VIH. Pour le traitement, c'est l'axe suivant. Aucun traitement ne permet de guérir du sida. Cependant, il existe des traitements qui permettent de lutter contre l'apparition des symptômes. Et là, je vous présente, chers élèves, un autre schéma qui illustre le cycle de multiplication des virus dès son accolement sur la membrane de LT4 jusqu'au bourgeonnement. Et donc, bien évidemment, ce qui est ici symbolisé en flèche rouge signifie qu'on peut intervenir dans ces passages. Lors de la fixation du virus sur LT4, on peut intervenir ici comment? En empêchant la fixation. En empêchant, on peut utiliser des inhibiteurs. C'est ce qu'on a signalé ici, inhibiteurs de la fixation du virus. Par exemple, l'utilisation des protéines qui sont spécifiques aux molécules GP120, via lesquelles le virus se fixe sur le CD4 de LT4. Puis, il y a aussi la deuxième phase, on peut des inhibiteurs de transcriptase, inhibiteurs de la transcriptase inverse. Transcriptase joue un rôle important dans la transformation de l'ARN viral en ADN. Si on bloque ici, donc il n'y aura pas de formation de tous les éléments, les constituants de virus. Aussi, on a dit qu'après la formation de l'ADN simple brin complémentaire, puis l'ADN double brin, puis il s'intègre dans l'ADN de la cellule du lymphocyte T4. Donc on peut bloquer, on peut empêcher l'ADN double brin du virus d'être intégré dans l'ADN du lymphocyte T4. Ce qu'on appelle inhibiteur de l'intégrase.
L'intégrase, une enzyme, joue un rôle dans l'intégration de l'ADN viral dans l'ADN de lymphocyte T4. Autre intervention, ce sont les inhibiteurs des protéases, lors de la formation des protéines, qui sont les éléments constitutifs du virus. Et donc, on ne peut pas former le virus. Ça, ce sont quelques exemples, chers élèves, des médicaments utilisés et des principes de ces médicaments utilisés pour lutter contre la multiplication des virus dans les lymphocytes T4. Maintenant, chers élèves, on pose la question, comment se fait la transmission de cette maladie? Le mode de contamination et de transmission, il y a principalement 3 modes de contamination. La transmission par le sang, par voie sexuelle, par voie sanguine et par voie materno-fœtale. Par le sang peut se faire lors des transfusions de sang, l'injection des produits sanguins, transmission de la mère à son fœtus. Bien que le virus se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, comme la salive, les larmes, l'urine, il est impossible de se contaminer lors d'actes simples de la vie sociale quotidienne, comme manger au restaurant, boire dans le même verre et aller. Donc maintenant, on va voir quels sont les modes de prévention. Chers élèves, quels sont les modes pour prévenir? Donc, éviter les relations sexuelles non contrôlées et utiliser préservatifs, éviter les drogues, contrôler le sang du donneur avant la transfusion sanguine, éviter la grossesse d'une femme séropositive et qui porte cette maladie, le virus. Maintenant, comment peut-on dépister? Le dépistage de sida, il est important pour s'assurer est-ce que l'individu est contaminé ou non. Donc, le dépistage, il s'agit d'un test. Le test consiste à rechercher dans le sérum sanguin des anticorps anti-VIH. On dit un individu est séropositif à partir du moment où on décèle la présence d'anticorps spécifiques de VIH dans le sang. On assiste qu'il y a 2 tests. Parmi les tests, on peut citer ici 2 types. Le test d'ELISA, qui permet de repérer la présence dans le sang d'anticorps anti-VIH par une réaction immuno-enzymatique. C'est ce qui est illustré dans ce schéma. Il permet de repérer les anticorps. Donc, le sérum, il est passé ici et les anticorps vont se fixer sur des antigènes déjà préparés. La fixation des anticorps, pour révéler est-ce que ces anticorps sont fixés, on utilise des enzymes fluorescents dont la réaction permet de déceler qu'il y a vraiment des enzymes anticorps, anti-anticorps marqués, permettant de déceler qu'il y a la présence de ces anticorps dans le sang. Deuxième technique, chers élèves, ici, il y a une technique qui s'appelle le Western blot. C'est une méthode qui permet de tester la présence des protéines spécifiques de VH1 et de GP120, GP41, et qui permet de les séparer par électrophorèse selon leur poids et selon la structure, ce qui permet de déceler la présence de ces anticorps dans le sérum. Chers élèves, jusqu'à maintenant, on arrive à la fin de cette séance et merci pour votre attention.